Génial. Bonjour. Bonjour à tous. Grande révélation littéraire de l'année 2012 avec son roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il est aujourd'hui, à seulement 32 ans, un phénomène mondial de la littérature. Son dernier roman, sorti début mars, La disparition de Stéphanie Meller, caracole en tête des meilleures ventes depuis sa sortie, début mars. Comment cet écrivain surdoué, on peut le dire, vit-il son succès? Comment même l'explique-t-il? Eh bien, il est avec nous en direct pour en parler et répondre à nos questions et on est vraiment très heureux de l'accueillir. Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui au Figaro. Comment vous vivez ce nouveau succès? Je rougis un peu de tous ces mots, tous ces compliments. Mais vous savez, je le vis comme les précédents et je n'oublie pas que j'ai plus de livres qui n'ont pas été acceptés par les éditeurs que de livres qui sont parus. Et vous aviez sollicité un certain nombre de maisons d'édition avec un certain nombre de manuscrits avant la vérité sur l'affaire Kéber et qui n'avaient pas du tout séduit les éditeurs à l'époque. Et c'est pour vous dire que peut-être que vous avez une vision de moi qui est un peu différente de la vision que j'ai moi de moi-même et qui est la vision d'un jeune auteur qui a beaucoup de chemin à faire encore. Et je suis très heureux du succès que je connais. Je suis très conscient que le succès c'est fragile, ça peut s'arrêter, donc j'en profite. Mais je suis conscient aussi de ma réalité qui est, quand j'écris, d'être tout seul à ma table et d'être face à mes envies, à mes difficultés, aux obstacles, à ce que j'aimerais réussir à faire. Votre lecteur, ancien comme nouveau d'ailleurs. Satisfaire le lecteur, je dirais, satisfaire le lecteur qui est en moi. Puisque je suis moi-même mon premier lecteur et que la chose la plus importante quand j'écris, c'est d'écrire quelque chose qui me plaise à moi. Parce que je ne peux pas savoir ce qui plaira, et surtout pas dans un processus d'écriture qui dure 2 ans et demi jusqu'à 3 ans. Justement au-dessus. Je ne peux pas passer 2 ans et demi à me dire il faut que je fasse quelque chose qui va plaire. D'abord, plaire à qui? Je crois que dans le bonheur que j'ai du succès que je connais en ce moment, j'ai le plaisir d'avoir tellement de lecteurs que je n'ai pas un lecteur type. Je ne peux pas me dire ça va plaire à mon lecteur parce que mon lecteur, il y en a des très jeunes, il y en a des moins jeunes qui ont lu pour certains 4 romans que j'ai écrits qui sont 4 romans quand même relativement différents. Et j'ai tous les jours, quand je signe des livres dans les librairies, j'ai des lecteurs qui me disent moi j'ai préféré celui-là, moi j'ai préféré celui-là, moi j'ai préféré celui-ci. Et donc je n'ai pas du tout un élément, je me dis ça plaît. Un fan type, on va dire. Ni un fan type, ni un livre type. À propos de déplaire ou de plaire, est-ce que vous avez craint quand même que ce nouveau roman déplaise, contrairement aux 2 précédents? Mais je dirais pas contrairement, je dirais comme tous les romans, au moment où le roman paraît, j'ai le trac de l'artiste, de me dire comment est-ce que le roman va être reçu, comment est-ce qu'il va être lu, en m'attendant évidemment à ce que des gens aiment, à ce que des gens n'aiment pas. Il faut arriver aussi à faire la part des choses et surtout à être en accord avec soi. Et je crois que c'est ça ce qui est le plus important. Et encore plus dans un monde où on a accès aux lecteurs de façon beaucoup plus importante avec le Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez interagir avec des gens, ce qui fait que vous pouvez avoir beaucoup de retours sur votre travail. Et donc, la question à se poser, je crois, c'est est-ce que moi, auteur, je suis satisfait, non pas de ce que j'ai fait, mais du travail que j'ai fourni? Je citais votre roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui a connu un triomphe, on peut le dire, tant sur le plan critique d'ailleurs que commercial. Il a été couronné, entre autres, on va le rappeler, par le Grand Prix du roman de l'Académie française, par le prix Goncourt des lycéens. Il a été traduit, je crois, dans plus de 40 langues. Vous avez enchaîné après avec Le Livre des Baltimore en 2015, qui a été de nouveau un best-seller. Est-ce que cette reconnaissance, on va dire, du public et puis de la critique, elle influe sur le contenu de votre travail? Est-ce qu'elle oriente un peu les pistes je crois pas, dans l'élaboration d'un livre? Parce que vous parlez de ces prix qui sont très importants, mais que quand je les ai reçus pour Kéber à l'âge de 27 ans pour un 2e roman paru, je ne l'ai pas pris comme une consécration en me disant voilà, ça y est. Je l'ai vraiment pris comme un encouragement. Surtout que ça venait à un moment donné de ma vie où je me disais, où j'étais même pas certain que j'écrirais des livres encore. C'est-à-dire quand Harry Kéber est paru, c'est mon éditeur Bernard Defallois qui y croyait vraiment. Et moi je disais, mais vraiment, personne ne va le lire, ça n'aura jamais de succès. Il me disait, mais non, vous verrez. Donc moi, j'étais très surpris du succès et de l'accueil de ce livre. Et c'est pour dire que j'ai vraiment pris ces prix comme un... Pris ces prix, c'est élégant. J'ai vraiment accueilli ces prix. J'ai accueilli ces prix
comme un encouragement. Comme des académiciens qui me disaient « Bravo, c'est un bon début, mais maintenant, il faut te montrer digne de ça. » Il reste encore beaucoup de choses à faire. Malgré tout, vous diriez que ce succès, cette reconnaissance, ça peut être une entrave, un obstacle, en fait, à la volonté d'écrire, au besoin d'écrire, à l'écriture même, à la création elle-même? Mais je pense que oui, selon comment vous les prenez. Si vous prenez les prix et le lectorat important comme ça, comme quelque chose qui est trop fort pour vous, comme quelque chose qui vous bloque, comme quelque chose que vous devez absolument nourrir d'un livre que tout le monde va aimer, je crois que ça peut vous bloquer parce que vous prenez le problème dans le mauvais sens. Ce côté, on vous attend au tournant pour le prochain. Mais oui, mais je crois que c'est vous, auteur, qui devez vous attendre vous-même au tournant. Je crois que c'est ça qui est très important. Parce que vous ne pouvez pas plaire, surtout quand votre livre a été lu par 4 ou 5 ou 6 millions de personnes. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont préféré ce personnage-ci, d'autres ce personnage-là. Donc c'est impossible de vous dire « il faut que je plaise » parce que mathématiquement, c'est impossible. Donc il faut vous remettre vraiment par rapport à vos sentiments à vous et vous remettre au travail par rapport à ce que vous voulez faire pour vous. Et c'est ça le plus important. Mais comment on passe le cap du best-seller? Comment on joue le coup d'après? En restant honnête avec soi-même. Je crois que c'est ça. Et en restant honnête avec soi-même et je crois pour moi c'était très important de ne pas faire quelque chose de trop similaire. Alors évidemment qu'il y a des similarités, évidemment qu'il y a des similitudes, parce qu'en plus ce sont des romans que j'écris plus ou moins au même moment de ma vie. J'ai écrit entre Kébert et ce nouveau roman il y a eu 6 ans. 3 romans en 6 ans, au fond c'est un laps de temps assez court. Et évidemment qu'il y a des similitudes parce que je suis moi-même dans une période de ma vie qui se ressemble. Peut-être que je pense que les romans que j'écrirai dans la quarantaine ou dans la soixantaine ou à 100 ans seront vraiment, dans ces périodes-là, très différents les uns des autres, mais en même temps dans les mêmes périodes de temps très homogènes parce que ça correspond un peu à moi à ce moment-là. Donc il faut rester vrai par rapport à soi et être capable de dire aux gens, voilà, je vais vous faire une proposition, même si elle se ressemble un peu en ce moment, qui est quand même très différente. Donc attendez-vous à quelque chose de différent et si ça ne vous plaît pas, j'espère que le suivant vous plaira plus. Justement, à propos de critiques négatives, vous le dites, vous ne plaisez pas à tout le monde. Est-ce que vous avez tenu compte, pour ce roman-ci, des remarques négatives que vous avez dites le public, et les critiques des critiques, justement, pour ne pas faire peut-être ce que vous considérez comme des erreurs sur les 2 premiers romans, et aller et évoluer et progresser même, on peut dire. Oui, mais justement, je suis toujours très curieux de savoir ce que je peux faire de différent, de mieux. Et je trouve que la critique a de ça, et c'est très important. Je trouve que la critique peut vous permettre de comprendre ce que vous pouvez faire mieux. Elle peut vous permettre de comprendre ce que vous maîtrisez, ce qui n'est pas toujours clair. Vous savez, vous avez besoin des gens qui vous disent ça. Si le retour des gens et de la critique vous conforte dans ce que vous vouliez faire vraiment et que la réception est là, vous dites, bon, alors là, j'ai réussi. Et puis parfois, vous avez dans la critique, vous vous rendez compte, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Et donc, si ce que vous vouliez dire n'a pas été compris par vos lecteurs, et par la critique, qui sont des lecteurs aussi, alors c'est que vous êtes mal exprimé, ou vous n'avez pas été capable de le faire bien. Et je trouve que c'est très important à ce moment-là de se dire, mais comment est-ce que je pourrais le faire mieux? Et pas de dire, c'est eux. Parce qu'à force de dire, c'est toujours les autres, alors vous ne progresserez jamais. Et pour moi, c'est important de pouvoir prendre la mesure de ce que je peux faire mieux, de prendre la mesure de ce que je n'ai pas réussi comme je pensais peut-être l'avoir pas réussi, mais comme je pensais l'avoir fait, et de me dire, voilà, j'espère que le prochain roman, je pourrai le faire mieux. Alors on a de nombreux internautes qui nous regardent en ce moment, on les en remercie d'ailleurs, et puis on a aussi les internautes qui font partie, qui sont membres du club de lecture du Figaro sur Facebook, et qui ont posé beaucoup de questions pour l'émission d'aujourd'hui. On va prendre celle de Valentin Gedraski, qui est membre du club de lecture du Figaro, et qui dit, par rapport à ces critiques négatives, si vous n'aviez droit qu'à une seule phrase pour convaincre un lecteur potentiel, restez pour l'instant insensible au charme de votre ouvrage, de vos ouvrages, quelle serait cette phrase? Lisez. Lisez, mais c'est-à-dire un lecteur a le droit d'aimer et de ne pas aimer. Et je crois que c'est important d'aimer et c'est important de ne pas aimer parce que c'est en n'aimant pas certains livres qu'on se constitue aussi son goût, ses envies, sa bibliothèque à soi. Et c'est pour ça que dans la lecture, je crois que ce qui est important, c'est de fédérer ensemble, c'est-à-dire de mettre ensemble des gens qui vont partager des goûts. On aime, on n'aime pas, et c'est important ce partage. Et c'est là où ce que je regrette, c'est que parfois quand la critique ou quand les lecteurs deviennent des gens qui mettent des barrières entre eux en disant « Ah, mais si tu lis ça, alors tu n'es pas digne que je te parle » ou « Ah, mais ça, c'est pas de la littérature ».
est littérature, tout ce qu'on a envie de lire. Après, on aime, on n'aime pas, on en discute et c'est important. La diversité, elle est importante. Mais c'est pour ça que je répondrai à ce lecteur, lisez. Et vous verrez bien, si vous aimez, lisez-le. Si vous n'aimez pas, posez-le, lisez un autre roman de quelqu'un d'autre. C'est tellement important. Il y a tellement de livres. Vous disiez tout à l'heure, Joël Dicker, que les succès que vous avez eus après La vérité sur l'affaire Harry Kéber n'étaient pas une fin en soi. Malgré tout, est-ce que devenir un écrivain à succès, c'était votre ambition depuis votre plus jeune âge? Écrivain à succès, qu'est-ce que ça veut dire? Écrivain lu, oui, mais c'est ça justement. Un écrivain lu, évidemment. Évidemment, quel bonheur de partager son texte avec des lecteurs qui, et c'est la force de la littérature, qui sont eux-mêmes des créateurs. Puisque quand vous lisez un livre et que vous êtes dans le train, dans le bus, chez vous, que vous êtes emporté par l'histoire, c'est-à-dire que vous vous évadez de l'endroit où vous êtes pour vivre une autre vie qui est celle du roman, vous êtes vous-même le créateur de tout ça. L'auteur vous fait une proposition, il vous dit, ben voilà, imaginez ci, imaginez ça, et vous, lecteur, vous imaginez tout ça. Vous voyez ces personnages devant vous, vous sentez les odeurs, vous sentez le chaud ou le froid, vous êtes ailleurs. Et cette prouesse-là, c'est parce que vous, lecteur, vous voulez bien le faire. Et donc pour moi, de me dire que je suis lu, de me dire que tout ce travail fait tout seul chez moi pendant 2 ans, presque 3, devient dans l'imaginaire ou grâce à l'imaginaire d'un lecteur quelque chose de vrai, que ça existe vraiment, ça c'est extraordinaire. Vous avez rencontré le succès, vous aviez à peine 27 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Avec le recul, est-ce que vous diriez que ça a été facile de rencontrer le succès? C'est une question qui est difficile parce que je voudrais vous répondre que non. Parce que d'abord, j'ai eu beaucoup de romans qui ont été refusés. J'essaie de compter dans ma tête. J'ai écrit pendant 10 ans presque à plein temps jusqu'à ce que le succès vienne. Donc pour moi, ça a été quelque chose de plutôt difficile et en même temps dans lequel j'étais très combatif parce que j'en avais envie. Mais il y a des auteurs qui ont attendu 20, 30, 40, 50, voire jamais. Donc c'est allé assez vite. Donc le temps m'a paru très long, si ça peut répondre à votre question. Le temps m'a paru très long et j'ai eu des moments un peu de désespoir en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne deviens pas écrivain, qui était ce que j'aimais faire et ce que je faisais. Vous étiez attaché parlementaire en parallèle avant de connaître ce grand succès en 2012. Alors j'avais un travail alimentaire qui me permettait d'écrire et de travailler. C'était surtout des sessions le soir. Donc j'avais la journée pour écrire et je travaillais la nuit. Mais j'avais quand même cette question en moi de me dire mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Est-ce qu'un jour... Mais plus que le succès, c'est de me dire, est-ce qu'un jour on va vraiment me lire? Qu'est-ce qui vont devenir ces manuscrits qui vous ont été refusés par les maisons d'édition? Vous allez les faire publier un jour? Vous allez les garder sous le coude parce qu'ils sont finalement pas aussi bons que vous le pensiez? Ils sont de toute façon, ils sont une image de moi quand j'avais 19, 20 ans, qui sont des années très jeunes. Et j'aurais de la peine aujourd'hui à les lire et à les faire paraître comme ça. Peut-être parce que je suis encore trop proche. C'était il y a seulement 10 ans, vous voyez, et que j'aurais de la peine à assumer cette image-là. Peut-être que quand j'aurai 120 ans, et je me dirais, voilà, je pourrais dire, ça, c'est ce que j'ai écrit il y a 100 ans, et alors je me sentirais plus capable de les défendre, parce que je pourrais dire aux gens, imaginez-vous que quand je les ai écrits, j'avais 20 ans. En ce moment, je crois que c'est un peu tôt, et que l'heure pour moi est surtout au travail, à me projeter vers l'avant, et pas à vouloir faire du neuf avec du vieux, ce qui serait un peu triste. L'action de vos romans se situe toujours aux États-Unis. La disparition de Stéphanie Meller, le dernier en date, ne déroge pas à la règle. Vous avez planté le décor dans la petite ville d'Orphea, dans les Hamptons, non loin de New York. Et comme beaucoup de lecteurs, moi-même d'ailleurs aussi, une internaute s'est interrogée sur ce choix permanent. Chloé Lignon, qui est aussi membre du club de lecture du Figaro, vous demande « J'adore vos romans, mais pourquoi prendre les États-Unis comme décor systématique ?» Alors, systématique pas, parce que sur les 6 romans, je les compte tous, pardon, sur les 9 romans que j'ai écrits, seulement 3 se déroulent aux États-Unis. Sur les 4 romans parus, effectivement, 3 sur 4, je crois pour la question du roman, parce que les États-Unis me permettaient jusqu'à maintenant d'avoir quand même une distance entre moi, écrivain, et le moi dans le livre. Et que j'avais envie de faire une fiction totale et que j'avais l'impression que de raconter ce roman à Genève où je vis, il y aurait peut-être trop d'autofiction. Alors, vous me direz que c'est peut-être une faiblesse encore de l'écrivain, une faiblesse de ma part, de ne pas être capable de me distancer à Genève, de Genève, pour raconter un roman qui se passe en Suisse, et que c'est peut-être une facilité pour moi
de cette côte est que je connais très bien. Vous la connaissez d'où, en fait? D'où vient cette connaissance? J'ai passé tous mes étés enfants dans la région du Maine, où mes cousins... Au nord-est des États-Unis. Absolument. Où mes cousins avaient une maison de vacances. Et puis, donc j'ai passé tous mes étés jusqu'à l'âge de 24 ou 25 ans. Et puis, depuis, j'y retourne très souvent, plusieurs fois par an. Parce que, justement, je vais retrouver des gens, je connais bien cette région. Donc je pense que je raconte un peu de moi-même quand même, puisque je connais bien cette région, mais qu'il y a cette distance qui est très importante. Mais c'est aussi ce qui plaît d'avoir, on dit souvent que vous écrivez des romans à l'américaine, c'est ce qui plaît aussi parce que ça rappelle certains auteurs américains, puisqu'on voit beaucoup dans les séries américaines. D'ailleurs, à propos des États-Unis, c'est formidable pour vous, puisque La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été traduit aux États-Unis. Le New York Times vous a même consacré une page. Comment vous avez vécu ce succès, cette reconnaissance outre-Atlantique sur un roman, une fiction française qui se passe aux États-Unis? Ça a été un succès assez limité. Alors, on en a vendu, je crois, 200 000, ce qui n'est pas rien, mais ce qui, pour l'échelle américaine, n'est pas énorme. Une des raisons à ça, c'est que c'est une traduction du français. Oui. Et que les Américains trouvent ça affreux, rien que l'idée de se dire c'est un livre qui est traduit, c'est un livre étranger, pour eux, c'est quelque chose qui est déjà trop. J'espère que la série qui va Justement, il y a une série effectivement qui est adaptée de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. On va le préciser, c'est Patrick Dempsey, que tout le monde connaît comme étant le docteur Mamour de la série Grey's Anatomy. Il n'est pas que ça. Mais en tout cas, il va tenir le rôle d'Harry Kéber. La série va être réalisée, a été mise en boîte déjà par Jean-Jacques Hano, à qui on doit L'Ours évidemment et Le Nom de la Rose. C'est une série qui sera, je crois, 10 épisodes, qui sera d'abord diffusée aux États-Unis et puis sur TF1 à la fin de l'année, je crois. Alors, je crois simultanément à l'automne aux États-Unis, en France, dans le monde entier. Il me semble que la série va sortir partout en même temps. Et j'espère que ça permettra peut-être aux Américains de se plonger un peu dans le roman, pas seulement pour mon roman à moi, mais pour leur montrer aussi qu'ils n'ont pas le monopole du bon roman américain et qu'on peut en faire aussi en Europe et que ça les sorte un peu de leur consommation uniquement américano-américaine et qui se penche un peu sur ce qui se fait en Europe, pas que par moi, mais par d'autres. J'espère que ça peut être un biais comme ça. Il y a des Américains qui vous ont reproché de les copier? Non, pas du tout. Ceux qui m'ont lu, la plupart étaient surpris de se rendre compte que c'était un texte qui était d'abord écrit en français. Et je me souviens de la tournée des librairies que j'ai faite aux États-Unis il y a 3 ans, où j'arrivais devant les gens qui étaient là et je commençais à leur parler dans mon anglais teinté d'un accent suisse. Et ils ouvraient le livre en disant « Mais vous n'êtes pas américain ?» Je disais « Ah ben non !» Et ils étaient surpris. Donc je me disais « Alors ça veut dire que peut-être j'ai quand même réussi à leur donner cette impression américaine dans le livre. Et en même temps, j'aimerais bien aussi qu'ils aient la curiosité de venir voir ce qu'on fait en Europe. Parce qu'on a de grands romanciers, de grands romans. Et qu'il y a quand même cette difficulté, je trouve, pour les Américains de venir voir ce qui se passe ici. S'ouvrir un peu, c'est difficile. Vos romans, ils sont qualifiés par la presse de thriller, de polar, de roman noir, roman policier à rebondissement, roman psychologique. Comment vous qualifieriez vos romans et en particulier ce dernier roman? Mais je crois qu'aucun de ces genres-là, parce que si vous aimez les thrillers, vous ne retrouverez pas les codes du thriller dans ce roman ou dans les autres. Si vous aimez le polar, alors oui, dans ce dernier roman, par exemple, il y a une enquête sur un quadruple meurtre, mais il n'y a pas toutes les ficelles du polar. Il y a par exemple une galerie de personnages. Celui-ci, je le qualifierais plutôt comme un roman choral parce que... 30 personnages. Oui, c'est l'histoire de tous ces personnages qui se retrouvent dans cette ville et dont on suit le parcours. Et il y a un fil rouge qui nous permet aussi de suivre un peu toute l'histoire et qui réunit ces personnages ensemble. Et ce fil rouge, c'est une enquête. Donc oui, il y a un côté un peu polar, mais je précise que j'ai des lecteurs qui sont pleins en me disant mais il y a un des personnages qui est né après le meurtre. Ouais. Donc pourquoi? Elle ne sert à rien. Et je dis comment ça ne sert à rien? Ben oui, elle ne sert à rien pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je dis mais ce n'est pas qu'une enquête, c'est autre chose. Et donc je précise que ce n'est pas un polar. J'ai rien contre les polars, bien au contraire, mais parce que je veux me protéger un peu des gens qui ensuite seraient déçus et viennent dire mais vous dites que c'est un polar et c'est pas un polar, pourquoi? Donc oui, vous bouleversez un peu les codes, en fait, hein, pour ne pas rentrer dans une case particulière, finalement. Oui, je les mélange un peu parce que je crois qu'on peut mélanger un peu les genres et les codes. Je crois qu'on n'est pas obligé de se tenir à un genre précis. On peut le faire, mais on peut aussi ne pas le faire. Je m'interrogeais sur la façon dont vous écrivez, à quel moment de la journée ou de la nuit vous écrivez, et puis dans quel cadre vous écrivez. Parce que j'ai lu quelque part que vous écriviez avec de la musique, qu'elle vous était nécessaire pour l'écriture, pourvu que ça ne chante pas en français. Oui.
parce que le français me dérange, je pense que j'écris en français et que la musique a vraiment pour objectif de m'isoler. Oui. Je mets de la musique vraiment pour créer une bulle et être concentré dans mon texte. Et je pense que le français, je grappille des mots comme ça, alors que de la musique en anglais ou de n'importe quelle autre langue, je crois, mais vite d'y penser. Quel type de musique vous écoutez pour écrire un roman comme celui-ci? Beaucoup de jazz, d'ailleurs, beaucoup de jazz, un peu de rock, un peu de pop. Parfois, je suis assez indifférent à ce que j'écoute. L'idée étant vraiment d'avoir un bruit de fond, d'avoir quelque chose qui m'isole. Et vous écrivez plutôt le jour, plutôt la nuit? Plutôt le jour, oui. Je ne suis pas très nocturne. La nuit, je dors. Je suis du matin, donc je me lève souvent très tôt. Et j'ai besoin de beaucoup de temps. J'ai une écriture, j'ai une façon de travailler plutôt lente. J'ai besoin de temps pour m'immerger dans le texte. Et il me faut bien une ou 2 heures pour être vraiment dedans. Mais ensuite, si j'ai devant moi 12 ou 14 heures, c'est un vrai plaisir parce que je me plonge dans l'histoire de la même façon que je lis de cette façon. Quand je me plonge dans un roman, il me faut un peu de temps pour entrer dedans. Et ensuite, je suis vraiment dans le roman et je peux rester des heures comme ça à lire. Vous avez une boisson de préférence qui vous accompagne tout au long de l'écriture? Café, de l'eau. Olivier Jamet, qui fait aussi partie du membre de lecture du Figaro, vous dit « J'ai tellement d'admiration pour vous, j'ai adoré vos 2 derniers ouvrages. Mais ma question est bateau, mais où puisez-vous votre inspiration? Est-ce que ce sont dans des souvenirs familiaux ?» Je vous dirais non comme ça, mais c'est difficile de promettre d'où vient ou d'où ne vient pas l'inspiration, parce que l'inspiration, elle est faite de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez vu, et c'est un magma comme ça qui est en vous et qui rejaillit. Et je trouve difficile de dire « ceci m'aurait inspiré » et ça, absolument pas. De même que je suis inspiré par n'importe quel livre ou film que j'aime, et je suis inspiré par un livre que je n'aime pas, puisque le simple fait de ne pas l'aimer, ça va même inconsciemment me dire « mais j'ai pas envie de faire quelque chose qui soit similaire ». Je vais donc analyser ce que j'aime pas et ça va être une inspiration pour moi parce que je vais comprendre ce que j'aime pas et je vais m'efforcer de ne pas le reproduire. C'est pour ça que je dis que c'est important d'aimer et de ne pas aimer parce que c'est une appropriation et que heureusement que tout le monde n'aime pas que tout le monde n'aime pas les mêmes choses, sinon ce serait d'une tristesse terrible. Vous disiez que vous aviez passé 2 ans, voire 3 ans pour écrire cet ouvrage, et Cécile Métro-Avis, toujours pareil, du membre du club de lecture du Figaro, vous dit « J'adore vos romans », c'est aussi encore une fan, c'est un réel moment de plaisir pour moi que de vous lire, alors j'espère que vous mettrez moins de temps pour écrire votre prochain livre, et à ce sujet, pourquoi d'ailleurs ce laps de temps si long entre vos derniers romans ? Mais c'est amusant, c'est une question qu'on me pose parfois, mais parce qu'il faut écrire ce livre, ça prend du temps, il faut le faire bien, c'est important pour moi de ne pas me précipiter pour faire un livre. Et c'est tentant parfois parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui me le réclament et c'est un tel plaisir de retrouver ce lectorat. Mais en même temps, si je retrouve ces gens, c'est parce qu'ils apprécient, je pense, que je me donne de la peine et que je prenne le temps de faire les choses bien. Est-ce que c'est pas parce que vous avez aussi une méthodologie, on va dire, un peu particulière? Vous avez avoué que vous ne faites pas de plan en amont de la construction du livre, vous écrivez même à l'instinct. Qu'est-ce qu'elle apporte pour vous, cette improvisation, on va dire, dans le contenu et dans la création du livre? Mais le fait de ne pas avoir de plan me permet justement d'aller plus loin, je pense. Parce que j'ai l'impression que si j'avais un plan, je me contenterais d'écrire le début, le milieu et la fin en fonction du plan. Et je ne me poserais pas de questions, je n'irais pas plus loin dans la réflexion. Alors que justement, dans mes romans, l'idée de ne pas savoir où je vais me permet d'explorer plus de pistes, d'aller peut-être plus loin, d'aller parfois trop loin, mais de revenir en arrière. Mais je pense que mes livres ne seraient pas aussi touffus, avec autant de personnages, il n'y aurait pas autant de rebondissements si j'avais un plan par avant. Parce que je me dirais, attention, un plan, il faut que je me limite, début, milieu, fin, et puis voilà. Alors que là, ça peut aller dans n'importe quel sens. Et c'est ce qui me plaît au fond aussi, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire le prochain ? Ça commence. Comme je n'ai pas de plan, je ne sais même pas si c'est le prochain ou si c'est une amorce. J'ai une histoire en tête, j'ai commencé à l'écrire un petit peu. Je sens que je cogite, mais est-ce que c'est simplement une idée qui va m'amener vers d'autres idées? Est-ce que c'est vraiment la trame d'un prochain roman? Je ne pourrais pas le savoir avant de l'avoir fini. Ça se passera aux États-Unis? Je ne sais pas. Laetitia Florent-Réméric, membre du club de lecture du Figaro, dit « J'aimerais savoir si l'auteur pense, dans ce prochain roman, faire revenir Marcus Goldman dans un prochain opus ». C'est une question qu'on me pose souvent aussi, et je suis content d'avoir
pu mettre un peu de distance avec Marcus Goldman, qui est un personnage que j'aime bien. Oui. Et j'étais content j'ai du plaisir à l'avoir comme personnage, que j'ai du plaisir, moi, à avoir une aventure avec lui, à vivre une aventure avec lui. Et je crois que c'est pour ça que c'était important pour moi de le mettre un peu de côté, parce que j'avais besoin de savoir si ce personnage me plaît vraiment, ou s'il me plaît parce que ce sont les lecteurs qui l'aiment bien. Et pour le savoir, j'avais vraiment besoin de marquer un petit arrêt avec lui, d'écrire autre chose, et de voir si le sentiment comme ça, si cette urgence, si cette envie, elle est passagère, ou elle revient vraiment. Donc, vous ne l'avez pas laissé tomber définitivement. Mais je ne crois pas, je ne peux pas faire de promesses puisque je n'ai pas de plan et que je ne sais pas ce que je vais écrire. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que j'ai envie de le retrouver. Donc c'est un bon début pour imaginer un prochain roman. Pas forcément le prochain, mais un prochain roman avec lui. On laisse la dernière question à Manel Siaya, qui est aussi membre du club de lecture du Figaro. Elle dit « J'adore les livres de Joël Dicker. J'aimerais connaître son dernier coup de cœur littéraire. » Mon dernier coup de cœur littéraire, alors c'est une bonne question. Je crois que le dernier que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman, et j'en parle un peu parce que j'ai vraiment bien aimé ce roman. C'est un roman de Hari Koumrouyan qui s'appelle L'Impératrice des Indes et qui est un auteur suisse, édité en Suisse. Et j'ai adoré ce roman, peut-être parce qu'il se passe en partie à Genève et que ça m'a donné une approche romanesque de Genève qui me manque. Oui. Et je me suis dit, mais tiens, je devrais faire ça. Oui, c'est l'inspiration, mais c'est possible. Alors peut-être qu'il faudrait que j'aille vivre ailleurs pour avoir la possibilité pour moi de raconter Genève telle que je la ressens et non pas telle qu'elle est vraiment. Mais en tout cas, c'est un très bon roman. Il vous faudrait vous installer aux États-Unis pour pouvoir écrire sur la Suisse. Par exemple. Mais je crois que la distance est quand même quelque chose qui vous permet de laisser poser vos sentiments, de savoir ce que vous ressentez vraiment et qui ne sont pas des sentiments du moment, qui sont des sentiments du souvenir, de la réflexion, qui sont au fond la matière première pour le roman. Hein. Le roman, qu'est-ce que c'est? C'est un moment pendant lequel vous partagez ou vous évoquez quelque chose qui vous touche avec des images qui sont les vôtres, alors que le lecteur va transformer ensuite avec ses propres images. Mais à la base, vous, auteur, vous devez avoir vos propres images, mais qui soient des images vraiment de l'esprit et pas des images du vécu du moment. Donc voilà, si je déménage, je vous le dirai. Et peut-être que je pourrais placer un prochain roman en Suisse, enfin. Enfin. Merci beaucoup, Joël Dicker, pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de nos internautes et à ceux du club de lecture du Figaro en particulier. La disparition de Stéphanie Meller est éditée aux éditions de Fallois. On va peut-être redonner le titre de votre roman coup de cœur. Oui, alors c'est un auteur qui s'appelle Hari Koumrouyan et son roman s'appelle L'Impératrice des Indes aux éditions de l'Air. Merci beaucoup. Merci. C'est génial. Bonjour.